Ronde qui, je l'espère, sera intéressante. En tout cas, nous avons un panel extrêmement riche et je vais commencer à vous les présenter, même si, évidemment, ça va être un petit peu... enfin, vous l'avez déjà sous les yeux. Donc, je commence par Jérémy Josse, qui est associé chez KPMG. Timothée Parrique, qui est docteur en économie et... je suppose que vous avez entendu parler, si ce n'est lu, son livre « Ralentir ou périr », qui est sorti quand, Timothée ? Il y a un an pile. Anne Vandenheide, qui est donc RSE manager du groupe Spadel, qui fait un groupe minéralier, qui fait de l'eau en bouteille, on peut dire ça comme ça. Et puis donc Stéphane Haller, fondateur ou cofondateur, fondateur et président de Reforest Action. Je vais commencer par redire, même si vous l'avez sous les yeux, ben non, vous ne l'avez plus sous les yeux, l'intitulé de cette table ronde qui s'appelle « Limites planétaires pour préserver nos ressources, faut-il accepter la décroissance ?» Et on aimerait bien, on s'est tous dit que ça serait une bonne idée de définir les termes et poser le cadre du débat au tout début. Et peut-être même se demander si, étant donné que les ressources sont finies, on ne pourrait pas, dès le départ, reformuler la question qui nous est posée avec beaucoup d'audace. Et tout de suite, je me tourne vers Timothée Parrique. Timothée, peut-être une petite définition, même si... on la connaît pour certains et certaines, de la décroissance, et se demander si est-ce qu'on pourrait reformuler cette question, sachant qu'il n'y a pas de baguette magique et que dans limite planétaire, il y a le mot limite. Oui, alors bonjour à tous. Le débat, il est là. C'est-à-dire que dans les pays riches, dont la France, ils sont tous en surchauffe écologique. Surchauffe écologique, ça veut dire dépassement justement d'une limite, d'une certaine capacité de charge. Le but de toute transition écologique, c'est de revenir en dessous de la capacité de charge pour éviter de prendre le risque d'un effondrement tragique des écosystèmes qui aurait des impacts négatifs sur le bien-être. Pendant des décennies, il y a une bataille entre ceux qui pensaient qu'on pouvait verdir non seulement l'économie, mais sa croissance, produire et consommer plus et polluer moins, et l'autre camp, j'en fais partie, les décroissants, les objecteurs de croissance qui pensaient que justement, pour faire baisser cette empreinte écologique totale, il allait falloir produire moins et déconsommer. Je pense qu'aujourd'hui, scientifiquement, ça a été tranché. En plus, c'est une question qui évolue depuis une cinquantaine d'années, donc il y a énormément de données, et à peu près 1000 articles empiriques sur cette notion de découplage. Aujourd'hui, il faut faire face à la réalité des faits, qui est qu'aucun pays au monde n'a jamais réussi à faire baisser son empreinte écologique totale tout en produisant, en consommant plus. Donc si c'est ça qu'on veut faire baisser l'empreinte écologique totale, nous n'allons pas pouvoir le faire tout en produisant et consommant plus. Et donc il va falloir, d'une certaine manière, ralentir l'économie. Donc on arrive à cette fameuse définition de la décroissance, une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique. Merci. Oui, effectivement. D'ailleurs, il y a encore un article qui est paru, je crois, il y a 15 jours ou une semaine dans le Lancet qui mettait, comme vous le disiez, Timothée, le dernier clou au cercueil de la croissance verte, puisque c'était un article qui prouvait qu'il fallait arrêter d'en parler. Et donc, on se permet peut-être de se demander, plutôt que faut-il accepter la décroissance, on va plutôt parler de comment faire accepter la décroissance dans cette table ronde. Et peut-être on pourrait revenir, même si Timothée, vous avez défini la décroissance, sur la définition de la biocapacité, parce que c'est intéressant de comprendre ce que ça veut dire exactement, puisque c'est au cœur de notre sujet. Ah oui, c'est extrêmement important. Donc, imaginez un petit peu l'économie, tout ce qu'on fait. Nous sommes des humains, nous consommons de l'énergie et de la matière. Cette énergie et matière, on va la chercher, bien sûr, dans des écosystèmes sur la planète Terre. Et ces écosystèmes, eux, ne sont pas infinis avec des croissances exponentielles chaque année. Non, ce sont des écosystèmes qui sont le plus souvent à l'équilibre ou dans des équilibres dynamiques. Et donc ça nous donne la biocapacité, qui est en fait la capacité de charge d'une économie. On va dire c'est votre budget écologique. Si vous le surutilisez, c'est-à-dire que vous en aurez moins dans le
future, pour la génération d'après, ou ça veut dire que vous allez manger le budget écologique d'autres personnes qui habitent autre part, vu que nous partageons un budget carbone global. Donc la biocapacité, elle s'évalue en beaucoup de choses. Ça peut être la vitesse de disparition des espèces. On peut se permettre une certaine dégradation des écosystèmes parce qu'ils sont quand même résilients, mais à partir d'un certain moment, on peut avoir un effondrement. Ça peut être des litres d'eau, ça peut être des mètres carrés de sol fertile, ça peut être des tonnes de CO2, ça peut être des tonnes de matériaux, ça peut être énormément de choses. Pour chaque écosystème, vous avez une limite planétaire. Alors, ce n'est pas que des limites planétaires, on l'a compris, il y a des limites écologiques qui sont locales, donc biorégionales, d'autres internationales pour le système climat, qui est même une limite globale. Et quand vous faites de l'économie écologique, le but du jeu, c'est quoi qu'il se passe dans votre économie, que ce soit une économie capitaliste, néo-communiste, tout ce que vous voulez, vraiment la science-fiction, des lunettes 3G, je ne sais pas, vraiment des drones qui volent, quoi qu'il se passe, si vous dépassez la capacité de charge de vos écosystèmes, au bout d'un moment, votre économie, elle craque. OK. Et Stéphane Allaire, donc on l'a dit, vous êtes le fondateur de Reforest Action. Donc on comprend que ça parle de forêt. Et justement, est-ce que vous pourriez nous dire, en termes de biocapacité, où est-ce qu'on en est de la forêt et quel est votre objectif, vous, dans cette ONG ? Oui, merci Juliette. Reforest Action régénère des forêts et des surfaces agricoles également via l'agroforesterie. Donc on intervient à la fois sur les écosystèmes forestiers et agricoles. Alors la forêt, elle couvre à peu près 30% des surfaces émergées dans le monde. Et il y a autant de forêts qu'il y a d'écosystèmes différents, suivant qu'on est sur l'équateur, suivant qu'on est dans une zone tempérée, etc. Et la situation est très différente suivant la zone du monde dans laquelle on se place. Il y a évidemment, j'espère que vous connaissez tous les enjeux auxquels font face les forêts équatoriales avec la déforestation. Il y a encore environ 10 millions d'hectares qui disparaissent tous les ans pour laisser place le plus souvent à des surfaces agricoles. 75% de la déforestation est liée à l'extension de surfaces agricoles. Donc ça, c'est l'enjeu majeur des forêts équatoriales et intertropicales, on va dire. Et puis, il y a les forêts tempérées. Alors, il y a les forêts boréales aussi, mais j'y reviendrai si j'ai le temps tout à l'heure. Sur les forêts tempérées, en Europe, par exemple, là, on est sur un système, enfin, une situation où la forêt augmente en surface. On a de plus en plus de forêts en Europe. On a eu 10% de plus de forêts en France entre 1990 et 2010. Simplement, et donc la biocapacité finalement de ces écosystèmes qui étaient des friches agricoles pour la plupart et qui redeviennent des forêts à force de les laisser en libre évolution, et bien la biocapacité augmente, mais nos forêts souffrent de façon dramatique des effets du changement climatique. Et quand on parle des effets du changement climatique, on pense évidemment aux incendies, mais on pense aussi aux tempêtes. Ceux qui ont connu 99 s'en souviennent. Il y a eu 2009 également. Enfin, il y en a un certain nombre. Là, je vous parle de la France, mais c'est vrai partout en Europe, évidemment, et dans le monde. Et il y a surtout les maladies. Et les maladies, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Et elles sont inféodées à certaines essences. Donc vous avez les frênes qui vont disparaître, les châtaigniers qui vont être impactés, vous avez le pin maritime, vous avez l'épicéa, etc., qui sont sujets à des maladies ou à des attaques d'insectes. Donc les forêts subissent les effets du changement climatique ou la déforestation, suivant les lieux où on se place. Et grosso modo, en Europe, la biocapacité a tendance à augmenter, mais avec un niveau de qualité sur certaines essences seulement, là où dans les zones tropicales, elle baisse. Oui, et si on regarde que la France, d'ailleurs, le puits de carbone français global est en train de s'effondrer. Parce que les arbres meurent. Oui. Parce que les arbres meurent de ces tempêtes, de ces maladies, de ces incendies, etc. Et alors, justement, est-ce que, concernant spécifiquement les forêts, la décroissance, ça suffirait à sauver les forêts, c'est-à-dire... alors moins déforester pour des raisons alimentaires et faire de l'agroforesterie. Est-ce que ça suffirait ou est-ce qu'il faut une action supplémentaire ? Aujourd'hui, pour les zones tropicales, il faut moins consommer d'aliments.
Alors, on a tous besoin de manger plusieurs fois par jour, mais déforestation égale extension des zones agricoles. C'est aussi simple que ça. À 75%, c'est ça. Donc après, il faut choisir son alimentation pour ne pas avoir d'impact sur la forêt équatoriale. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en Europe, finalement, vous savez, nos terres sont dégradées. Et c'est vrai dans les surfaces agricoles, elles sont dégradées. Donc on est plus dans une logique de régénération. L'enjeu ici, c'est de régénérer des sols dégradés pour augmenter la biocapacité qui est arrivée à un niveau très faible. Mais les forêts européennes, est-ce que moins consommer suffirait ? Non, ça ne suffit plus. Il faut avoir une action positive de régénération. C'est ce qu'on s'emploie à faire chez Reforest Action, c'est d'avoir un impact positif sur les écosystèmes pour augmenter la biodiversité et donc la biocapacité des écosystèmes. Donc, ce qui est intéressant sur l'écosystème forêt, c'est vraiment cette conclusion que finalement, ça ne suffirait même pas d'arrêter de le détruire. Il faut en plus régénérer l'existant. Oui, parce qu'on a trop dégradé. Oui, on a trop dégradé. On a trop dégradé, pardon. Merci. Alors, évidemment, nous avons une entreprise et puis KPMG qui sont autour de la table. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, notamment dans le cadre du Salon Pro-Durable, comment est-ce que les entreprises se saisissent de cette question. Et donc, Anne van den Heide, je vous passe la parole en premier. Est-ce que vous pourriez tout simplement nous dire en 2 phrases où est-ce que vous êtes implanté, c'est-à-dire dans quel pays sont vos sources et combien vous produisez en litres d'eau à peu près pour qu'on ait des ordres de grandeur? Oui, bien sûr. Merci, Juliette. Donc voilà, le groupe Spadel, c'est un groupe minéralier. C'est une entreprise familiale depuis 3 générations. On a 5 sites de production. On est leader du marché au niveau Benelux avec la marque Spa dans les Ardennes belges. Et on est dans les Vosges avec la marque Carola Wattwiller. Et en Bulgarie, on a une source dans les montagnes Rodolphe sur la marque Devin. On fait une production en France d'à peu près... donc, on a 800 millions de litres qu'on produit par an. Et donc, 10%, c'est celui qui est produit en France sous la marque Carola et Wattwiller. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est une entreprise familiale locale. Donc, nous, on a pris le choix pour rester dans le Planetary Boundaries. Un des aspects, ce n'est pas de faire l'exportation. On reste dans le cercle de 500 km de production et de vente de nos produits locaux. Ok, juste pour avoir un ordre de grandeur, donc 800 millions de litres, hein, c'est ça que vous faites au total? C'est ça. En France, je crois que le nombre de litres d'eau en bouteille par an, c'est 6 milliards? Oui, tout à fait. 6 milliards, ok. Donc, on est un petit acteur par rapport à tous les autres acteurs en France. Par contre, je pense qu'il y a peut-être un petit mot sur l'eau, comment on la gère. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. C'était la question suivante. Effectivement, évidemment, comment est-ce que vous tenez compte de la capacité de renouvellement de vos ressources et avant tout de l'eau, puisqu'on sait qu'on éprouve maintenant des sécheresses tous les ans en France, avec l'année dernière, cette année. Comment est-ce que vous gérez votre ressource ? Oui, bien sûr. Donc, d'abord, l'eau, c'est un enjeu majeur dans tout l'écosystème. D'ailleurs, il y a un rapport qui est sorti l'année dernière par le WWF qui dit qu'en 2050, 17% de la population européenne va être attaquée par rapport à la pénurie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une étude aussi des Nations Unies qui est sortie. C'est quoi les secteurs qui influencent le plus la consommation d'eau? Et donc, ce qui est clair, c'est que dans l'agriculteur, le système agricole est le plus impactant. Quand on regarde en France, il y a 0,04% des eaux douces qui sont utilisées pour l'eau en bouteille dans le secteur. Donc, on est dans une petite fraction. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre une responsabilité. Par rapport à la pénurie d'eau, il faut savoir que nous, ça fait des années qu'on travaille avec un système qui s'appelle le Water Use Ratio. Ça veut dire qu'on va regarder le ratio entre l'eau qui est produite et l'eau qui est disponible. Et donc, l'Agence européenne
dit qu'on ne peut pas dépasser de 20%. Nous, on est entre 4 et 10%. Quand on parle d'un budget écologique, ben c'est un peu comme avoir un capital sur la banque et on ne peut que toucher les intérêts. Et cet aspect-là est crucial pour nous, c'est qu'on ne puisse pas l'eau et le fait sans épuiser. Le deuxième élément, c'est tout ce qui est le Water Risk Management. C'est aussi une banque de données de la WWF. Et là, on peut voir quelles sont les zones à risque par rapport à pénurie d'eau. Et nous, on voit clairement, par rapport à nos sources qui sont chez Spadel, on n'est pas dans des zones à risque. Pour nous, l'enjeu est vraiment la protection des nappes aquifères. Ça, c'est l'enjeu principal pour avoir une eau pure. Et sur ça, on travaille depuis 100 ans déjà au niveau de SPA dans les Ardennes. Et ça, c'est avec un autre système qui s'appelle Alliance for Water Stewardship, qui nous guide et qui nous oblige à être très clair et net sur comment on gère nos nappes aquifères. Et ça, c'est la responsabilité cruciale d'une entreprise comme nous. Merci. Alors, j'entends que vous respectez donc cet index et que vous êtes bien en deçà des 20%. Mais est-ce que le problème de l'eau, il ne faut pas le voir de façon un petit peu plus globale dans une question de partage des ressources? Et si jamais, peut-être que là où vous êtes, il y a encore de l'eau, mais que dans le département ou la région d'à côté, les gens ne peuvent plus du tout boire au robinet, la question peut se poser de préserver votre ressource. Est-ce que vous voyez les choses aussi comme ça? Oui, bien sûr. Je prends l'exemple en Belgique, quand il y a eu des problèmes, justement, il y a eu une contamination de l'eau potable dans la région où nous on est implantés. Bien sûr, on a un plan d'urgence où on fournit l'eau pour aider la population. Il y a tout un plan qui a été mis en place ensemble avec le gouvernement belge et avec les acteurs locaux. Donc, on a un partenariat par rapport à ça, en effet. D'accord. Alors, ce que je sous-entendais, c'était de fournir de l'eau, mais pas forcément en bouteille, c'est-à-dire de mettre à disposition la nappe phréatique directement pour remplir des camions-citernes ou partager l'eau avec d'autres régions. Est-ce que Timothée Parric voulait réagir à ce qu'a dit Anne Van den Hed sur cette question de la partage de ressources de l'eau? Est-ce que ça suffit de se dire, moi, finalement, l'index, je le respecte, je ne me pose pas de questions? Mais c'est une trop belle opportunité, parce que moi, je prends souvent l'exemple de l'eau en bouteille comme la quintessence de l'inutile. Et vraiment, pas comme une forme de croissance, mais... Je pense que l'eau en bouteille, l'eau minérale, nous montre bien ce que l'on ne devrait pas appeler croissance, mais plutôt excroissance du capitalisme. Sauf, je ne connaissais pas votre entreprise, mais si c'est vraiment une coopérative locale à but non lucratif, gérée démocratiquement par des comités multi-parties prenantes, dans des comités à mission, mais ça m'étonnerait qu'ils vendent l'eau juste au coût de production à la manière d'un service public, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, l'eau en bouteille, vraiment dans la hiérarchie des choses que l'on peut se permettre d'arrêter de produire, arrive en numéro 1, car son alternative existe déjà, c'est l'eau du robinet, qui donc là-bas à plat de couture sur à peu près toutes les caractéristiques écologiques auxquelles on pourrait les comparer. Et surtout sur l'aspect de cette résilience. Donc, vous parliez de ces moments de crise. Et là, c'est la question de, mettre l'eau à disposition, mais à quel prix? Donc la question d'une privatisation. Donc c'est pas seulement préserver. Comment préserver des ressources sur le temps très très long? Et souvent la privatisation d'une ressource, ça donne lieu à une rente, à une entreprise qui va faire oui, bien sûr, vous pouvez prendre de l'eau dans la pratique, mais avec un certain prix déterminé juste par une notion de propriété d'un bien naturel qui a été approprié à un certain moment historiquement. Donc une société familiale à un moment donné, qui a hérité donc de la gestion de ce bien d'une certaine manière. Elle n'a pas créé l'eau. Et donc moi, je pense qu'on a une économie qui est beaucoup plus résiliente en termes de satisfaction des besoins, justement si on identifie toutes les ressources naturelles clés pour nous permettre de satisfaire des besoins et pour être certain que la gestion de ces ressources ne soit jamais colonisée par cette mentalité acquisitive et croissantiste d'un capitalisme qui chercherait à s'enrichir du commerce de cette ressource. Anne. Merci.
Anne van den Hed, je pense que vous êtes habituée à ce genre d'argumentation. Est-ce que vous voulez répondre? Bien sûr. Non, bien sûr. Je pense que le débat est tout à fait là. Après, il faut connaître le sujet à fond. Par exemple, on n'est pas propriétaire de ces sources. On l'exploite par rapport à les municipalités. Par exemple, à Spa, c'est une exploitation qui est de 100 ans. Donc, ça veut dire qu'on a un license to operate. Notre mission, c'est faire protéger ces sources. Sur l'eau du robinet et l'eau minérale naturelle, il faut savoir qu'il y a une différence de législation spécifique sur l'eau. Je ne vais pas rentrer dans le débat, c'est quoi la différence entre l'eau du robinet et l'eau minérale naturelle, mais il y a réellement une différence. C'est comme vous prenez une pomme qui est bio et une pomme qui est non bio. Je veux dire, on peut en débattre, mais c'est un autre débat à ce moment-là. C'est laquelle qui est bio dans l'eau, là, dans l'analogie? L'eau minérale naturelle est moins régulée que l'eau du robinet? Non, c'est puisé dans une source spécifique, dans une nappe aquifère spécifique. Il n'y a aucun ajout qui est fait à l'eau et elle doit, par la loi, être embouteillée à la source. Et elle ne peut pas être touchée. Mais elle reste, en termes de qualité, moins régulée que l'eau du robinet? Pas du tout. Pas du tout. Donc ça, c'est la différence entre l'eau minérale et l'eau potable, dont, par exemple, en Belgique, on ajoute la chlore et d'autres choses, ce qui est normal parce qu'elle doit servir à différentes utilisation. Elle doit être pour être bue, elle doit être pour être lavée, elle doit avoir une... Donc, elle ne peut pas avoir les mêmes critères qu'une eau minérale naturelle. Il y a une législation clairement là-dessus. Après, à chacun son choix, en tant que consommateur, de boire ce qu'il a envie de boire. Donc là, il n'y a aucun problème. Mais je pense que le réel problème, c'est de dire quel est notre rôle et notre mission en tant qu'entreprise. Si c'est nous ou la commune qui protège les nappes aquifères, parce qu'à un certain moment, il faut faire le taf, il faut faire le travail, ben, c'est ça que nous, on trouve importante. Mais Et les richesses, il faut savoir que aussi les communes, il y a toujours un partage des bénéfices par rapport à ça. Donc, voilà. C'est de tous les bénéfices? De tous les bénéfices. L'intégralité des bénéfices revient à la municipalité? Non, sont partagés parce qu'il y a des gens qui travaillent aussi à l'intérieur de l'entreprise qui doivent être payés. D'ailleurs, c'est tout le travail qu'on a fait avec Bicorp. Étant donné que ça fait 2 ans qu'on est Bicorp, on a fait tout ce travail sur la gouvernance, sur l'usage de l'eau, sur la manière qu'on se met en place. On a un stakeholder board qui se réunit 1 fois par an, spécifiquement pour discuter sur toute cette problématique. Je ne sais pas si on va mettre un terme à... Je ne sais pas si on réussira à vous mettre d'accord. Le fait est que, bon, on peut quand même se mettre d'accord sur le fait que quand même aller mettre de l'eau dans une bouteille, ne serait-ce que pour d'un point de vue émission de CO2, c'est beaucoup plus important, même si je sais que vous faites beaucoup d'efforts, que, enfin, j'ai les chiffres là qui sont donnés par le ministère de la Transition et par l'ADEME. Donc, 1 litre d'eau en bouteille, en moyenne, c'est 267 grammes de CO2 équivalent, et ça revient à 3432 litres d'eau du robinet. Donc, on voit qu'il y a quand même une différence dans les ordres de grandeur qui est colossale et qui, même si vous faites des efforts, ne peut pas être réductible, parce que je sais que vous dites que le principal problème, et on y reviendra peut-être, c'est le plastique, et que ça serait mieux d'avoir des bouteilles réutilisables en verre. Tout à fait. Non, je crois qu'il faut à nouveau comprendre que l'eau minérale naturelle doit être embouteillée à la source. Donc, on a besoin d'un contenant. Ouais. On a besoin d'un contenant. Ouais. La question, c'est quel est le meilleur contenant dans les planetary boundaries? Qu'est-ce qu'on peut faire comme packaging pour pouvoir mettre cette eau en bouteille, contenant? Ouais. Donc, il y a toute cette réflexion qui est faite. C'est quoi le business model qui est le plus intéressant pour faire ça? Dans certains pays, comme la Belgique, où la collecte est le plus bon élève de l'Europe, c'est clair qu'on a des bouteilles retournables, on a du plastique retournable, ainsi de suite. C'est sûr que nous, on travaille depuis 12 ans sur l'analyse du cycle de vie, sur le contenant, sur l'innovation, le 5 litres, les fontaines, toute cette réflexion-là. Après, la question est, oui,
d'une part le plastique, mais quand on fait la différence entre un verre et le plastique, et là c'est intéressant d'utiliser le système du PEF, de Product Environmental Footprint de la Commission européenne, parce qu'on voit très clairement que dans certaines circonstances, le plastique est un meilleur contenant que le verre à cause de son poids. La même chose avec la gourde, qu'on utilise aussi. Ça dépend de quelle qualité la gourde a été produite. Donc, voilà, c'est là où que nous, on s'applique quand même le cadre du SBTI, Science Based Targets Initiative, pour toute la chaîne de valeur de notre empreinte carbone, de faire cet exercice. C'est quoi notre empreinte? Merci. On voit qu'effectivement, il y a des problèmes à la fois sur ce que vous mettez dans la bouteille et sur ce qui contient la bouteille. Jérémy Josse, donc, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes de KPMG, vous êtes associé chez KPMG et vous êtes, de par votre métier, en prise aussi avec ces questions. Et est-ce que vous pourriez nous faire un rapide tableau de la prise de conscience? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui chez les entreprises? Est-ce que vous avez l'impression que ça avance ou pas? Non. Merci Anne. Alors voilà, là vous m'entendez mieux je pense. J'ai bien aimé votre formulation tout à l'heure Juliette. Faire accepter. Parce que la question des limites planétaires, elle commence à être dans les discussions. Je crois que Timothée est régulièrement invité à s'exprimer devant des parterres de groupes du CAC 40. Et pour autant, on ne le voit pas se décliner dans les stratégies de façon claire et opérationnelle. Et d'ailleurs, sur la mise en œuvre des stratégies environnementales, on a eu un très beau moment entre 2020 et 2022 avec beaucoup de groupes qui ont pris des engagements, qui ont calé les stratégies, qui les ont communiquées. Donc on a eu un momentum très fort à ce moment-là sur le niveau d'engagement qui était pris, et avec d'ailleurs un certain nombre qui s'appuyaient sur un raisonnement à partir des limites planétaires ou du donut économique pour construire leur stratégie. Pour autant, là on est quand même passé dans la phase de la mise en œuvre, et là, pour parler un peu franchement, ça patine de l'intention à l'action. Et ça patine de notre point de vue pour plusieurs raisons. D'abord, il y a probablement une surfocalisation sur la question du carbone. Et du coup, on en oublie les autres limites. Et on en oublie que parfois, en agissant pour diminuer l'empreinte carbone, on vient aggraver l'empreinte environnementale sur d'autres sujets. D'ailleurs, je déplore qu'on ne systématise pas les analyses d'impact, les mesures d'impact, quand on travaille sur des développements de nouveaux produits, et ainsi de suite. On l'a fait un jour pour un de nos clients, et on a montré, avec une analyse d'impact qu'on a forecasté, qu'on a planifié ensuite, qu'on a projeté à 30 ans, on a montré combien, en fait, en poussant certains curseurs environnementaux, en fait, je venais en détériorer d'autres. Ou alors, quand je poussais certains curseurs sociaux, j'en détériorais d'autres sur le plan environnemental. C'est l'aspect systémique. C'est l'aspect systémique. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on a un levier pour venir vraiment engager une discussion avec nos clients sur les arbitrages à réaliser et sur les investissements à positionner. Je pense qu'il y a aussi une autre limite, enfin un autre facteur qui explique que ça patine, c'est qu'il y a aussi des faux amis qu'on utilise. Par exemple, l'intensité. On a encore trop de clients qui se focalisent sur l'intensité carbone. Et en fait, qui sont heureux, il faut voir même se satisfont d'avoir quelque part une croissance du scope 3, ou même des 3 scopes, qui va progresser moins vite que la croissance des ventes en volume. Et donc nous, ce qu'on essaie de travailler précisément, maintenant quand on fait une trajectoire de décarbonation, systématiquement, on met en face le business plan, les projections des ventes en volume. On met aussi en face les investissements. Et on vient dire, mais on vient challenger quelque part la corrélation des deux et le positionnement des investissements dans le temps pour être sûr que ça se réalise. On a fait un petit exercice il n'y a pas très longtemps avec un de nos clients. Ils ont fait leur stratégie de décarbonation. Puis ils nous ont dit, OK, maintenant déclinez-le sur les achats. Et donc on a fait cet exercice. Quelle est la maturité des fournisseurs? Quelle est l'empreinte des fournisseurs? Quelles sont les solutions technologiques disponibles dès aujourd'hui pour ces fournisseurs? Et est-ce que votre objectif à 2030, on arrive à l'atteindre? Puis on est revenu, on a dit, il y a 20% qu'on ne couvre pas. La réponse, ça a été, on ne peut pas aller expliquer ça au COMEX. Bien sûr que si, on va l'expliquer.
On va l'expliquer parce qu'en fait, il y a un moment où vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez être quelque part mis en cause parce que vous n'avez pas atteint cet objectif. Et puis, je pense que le dernier élément, c'est un sujet de formation, de compréhension, de maîtrise, de compétences. On a encore... D'ailleurs, c'est intéressant, c'est de voir à quel point beaucoup de nos clients nous demandent de venir les appuyer dans la formation des équipes, des encadrants, des managers, des dirigeants. Ils nous le demandent de plus en plus. Ce qui est intéressant, là, en ce moment, on travaille avec un de nos clients sur la définition du modèle opérationnel de la fonction RSE dans tout le groupe. Comment est-ce qu'on la réorganise? Le plus gros sujet qui remonte, un des deux plus gros sujets qui remontent pour la planification budgétaire des 2 années à venir, c'est la formation. Parce que justement, on part d'un constat extrêmement simple, c'est que dès lors qu'on commence à parler décarbonation ou empreinte environnementale, on a des réponses un peu toutes faites qui arrivent. Petit 1 et puis petit 2, on a des raisonnements du « oui d'accord, mais nous on est dans la vie réelle et donc il faut qu'on arrive à faire progresser aussi cette vie réelle ». Ça oui, on l'a eu il n'y a pas longtemps. Et donc, donc voilà, nous on a un constat qui est, je dirais que ça patine de l'intention à l'action et pour autant, on voit des vrais progrès. Je vais vous donner un exemple. On travaille sur des due diligence ESG. Ça veut dire que quand certains de nos clients regardent des dossiers d'acquisition, on regarde, nous, la dimension ESG de cette acquisition. Il y a 18 mois, on était content quand on avait 3 minutes pour parler lors de la conférence téléphonique hebdomadaire où tous les conseils se succèdent pour faire le point sur l'avancement du dossier. Et on passait entre la 12e et la 15e position. Depuis quelques mois, on est dans le top 3, voire entre le top 5 et le top 3 des questions qui sont posées. Et même récemment, pour un de nos clients, la question de la forestation, de la déforestation, était un red flag pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont pris des engagements. La cible qu'ils regardaient n'était pas claire du tout. Et tant qu'on n'a pas pu avoir une discussion claire et approfondie qui a duré 2 heures avec la cible sur cette question-là, ils n'ont pas levé le doute sur on poursuit ou pas le dossier d'acquisition. Donc on a comme ça, on a cet intérêt... Enfin, ça rentre dans la culture, c'est progressif, c'est pas assez fort probablement, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à pouvoir avoir ces discussions-là. Idem, je vous disais, quand on préparait notre discussion, je disais, je ne peux pas avoir une discussion sur la décroissance avec un client. Je ne peux pas arriver et dans un rendez-vous dire « et au fait, vous en êtes toute votre décroissance ». Par contre, quand on commence à avoir une discussion autour du donut économique, c'est-à-dire à l'extérieur les limites planétaires, à l'intérieur le respect d'un certain nombre de minima sociaux, de conditions de vie, là on commence à avoir une autre discussion qui est sur leurs risques, sur leurs opportunités et sur progressivement les faire rentrer dans une discussion d'évolution de leur business model. Et puis petit à petit, le faire prendre conscience que, à défaut de rentrer dans une logique de décroissance, qui pour l'instant n'est pas entendable pour eux, il faut qu'on se le dise aussi, on arrive à rentrer dans une discussion de retour à un état stationnaire. Ce qui est déjà beaucoup, en fait, quand on regarde d'où on part. Oui, mais quand on regarde où on en est, c'est peu. Et c'est tout le problème. Stéphane Heller, merci. Jérémy, est-ce que vous voulez réagir? Parce qu'il a parlé de forêt, et vous êtes aussi en lien et en interaction avec des entreprises. Est-ce que vous sentez que ça progresse ou qu'on en est toujours à se dire, tiens, oui, il y a un problème, il faudrait se mettre à commencer à démarrer, à s'y intéresser? Alors, merci Jérémy, merci Juliette. Moi, j'ai entendu beaucoup de mots-clés qui résonnent. La vision holistique, savoir ne pas traiter que le carbone, ça c'est très important. Mais moi j'aimerais partager un sentiment de fatigue, de lassitude, non pas par rapport à ce que vous venez de dire, hein, Jérémy, mais un peu comme Jean Jouzel. Voilà, en fait, vous savez, je prends le train parfois, et dans le TGV, c'est merveilleux, on a la fenêtre qui donne sur des paysages de dingue. Et depuis que je sais lire un peu mieux un paysage, je me dis mais merde, c'est pas normal. Je vois un sol nu, je vois une monoculture, je vois un sol nu, je vois une monoculture, et tout ça c'est les sols qui se dégradent. Et une haie. Oh la vache, il y en a un qui a pensé à planter une haie. Et ça c'est fatigant parce que on sait que les sols sont dégradés, on sait que les écosystèmes... Et pardon, je reviens aux écosystèmes parce qu'on ne construira rien, aucune économie sur des sols dégradés, on ne construira rien sur les écosystèmes qui ne délivrent plus rien. Et ma lassitude vient du fait qu'on sait tout ça, on sait qu'il faut y aller, mais on n'y va pas parce qu'on a d'autres enjeux et on manque d'ambition. On n'est pas assez ambitieux.
Et pour moi, une entreprise qui mérite d'exister demain, c'est une entreprise régénératrice. C'est une entreprise qui se pose la question, est-ce que le monde se porterait mieux avec ou sans moi? Voilà. Et merci. Et j'ose espérer que c'est le cas pour Reforest Action, parce qu'on restaure beaucoup d'écosystèmes. Mais je vois très peu d'entreprises qui se posent cette question. Est-ce que le monde serait mieux avec ou sans moi? Et il est possible, c'est ça que la beauté de la chose, je crois, peut-être que Timothée n'a pas de cet avis, je ne sais pas, je serais intéressé de vous écouter, mais je crois qu'il est possible de laisser une empreinte positive à partir du moment où on a un regard holistique. Et à partir du moment où on se voile pas la face et on se dit pas, bon, ce sujet, je ne sais pas l'aborder, donc je vais l'ignorer. Parce que c'est quand même ça le réflexe. Hein. C'est je ne sais pas l'aborder, je vais l'ignorer. La biodiversité, je ne sais pas la mesurer, donc je vais l'ignorer. Le carbone, je sais le mesurer, je vais le faire, et puis je vais baisser de 20%. Et puis non, je ne vais pas compenser parce que ce n'est pas génial de compenser. Il paraît qu'il faut d'abord réduire et ensuite compenser. Ça, c'est déjà un grand pas. Non, c'est tout pourri. De se dire ça. De se dire ça. Non, il faut réduire et d'accord, ok. recréer des écosystèmes. Ça prend le terme de compensation qui est plus de la contribution à le traité carbone, etc. Mais se dire, je ferai plus tard, mais le plus tard, c'était il y a 20 ans. Hein. Il n'y a plus le temps d'attendre. Donc non, on n'attend plus, on agit, on restaure les écosystèmes. 75% des écosystèmes sont dégradés dans le monde. Donc on agit maintenant. Alors je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus où je vais, mais en tout cas mon propos c'est celui-ci. Je crois que l'ambition c'est d'être régénératif avec une vision holistique sur la biodiversité. C'est pas compliqué. Biodiversité, climat, sol, eau et impact socio-économique. Voilà, c'est les 5 grands enjeux que chez Reforestation on mesure sur tous nos projets. Est-ce qu'on agit sur ces 5 piliers? Si oui, tant mieux. Sinon, on redesign. D'accord. Alors, je pense que vous êtes plus ou moins tous d'accord, avec la salle également. Je voudrais qu'on consacre un petit peu de temps, parce que là, on est quand même resté, enfin, on a défini les termes, on a fait un constat qui n'est pas glorieux. Comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire prendre, parce que Jérémy Josse tout à l'heure disait la prise de conscience commence. Timothée Parrigue, donc Jérémy a fait référence au fait que ce livre qui a été déjà vendu à 35 ou 40 000 exemplaires, Ralentir ou périr, vous a permis d'aller beaucoup dans les entreprises, mais on cherche, donc on vous écoute Timothée, mais on cherche toujours, enfin est-ce que vous cherchez vous-même toujours d'ailleurs, quel est le levier parce que lire un livre, si formidable soit-il, ça ne suffit pas. Quel est le levier pour faire bouger les entreprises? Puisqu'on parle des entreprises, on pourrait aussi dire les États, mais bon. Oui, et beaucoup de niveaux entre, oui, les communes, les coopératives, les collectifs. Alors, c'était l'une des questions que je me suis posée dans ma thèse, et après 871 pages et 4 ans dessus, je dois dire que je n'ai pas une réponse que je peux vous donner comme ça, mais dans ce travail de recherche, déjà, on a réussi à identifier 580 instruments. Donc là, c'est pour vous donner un petit peu l'étendue. Donc 580, si aujourd'hui nous décidions de planifier une stratégie de décroissance en France, nous aurions 580 instruments qui ont déjà été inventés et discutés dans la littérature scientifique essentiellement. Donc moi, j'aime bien résumer, pour cadrer un petit peu cette luxuriance d'instruments, sur deux petites cartes mentales que j'aime bien. La première, c'est 3 chantiers, le chantier de l'évitement, de la substitution et de l'amélioration. Donc, désolé, je reviens là-dessus, mais par exemple, l'eau minérale, c'est quelque chose qu'il va falloir éviter, tout comme l'avion, tout comme la consommation de produits animaux, à commencer par la viande. On en a parlé. Donc, toutes ces choses-là, on va devoir réduire le nombre de kilomètres, le nombre de mètres carrés, le nombre de litres d'eau que l'on utilise. Et pour chacun de ces chantiers, donc évitement, substitution, amélioration, on peut appliquer 3 grandes familles d'instruments. Interdire, rationner, taxer. Alors là, imaginez pas que ces politiques arrivent de l'extérieur. On s'auto-limite au niveau d'un ménage, au niveau d'une entreprise, au niveau d'une commune, au niveau d'une organisation. Donc là, par exemple, si l'on veut éviter quelque chose, on peut soit l'interdire, on le fait déjà pour un nombre de choses. Qui interdira ?
Ça dépend de l'échelle. Vous pouvez interdire, dans votre entreprise, je ne sais pas, vous pouvez interdire l'usage de quelque chose dans les cuisines. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous imposez. Vous pouvez prendre la décision collectivement de dire, bon écoutez, ça, on arrête. De la même manière, l'État peut décider d'interdire l'usage de certains pesticides et l'imposer à un secteur. Donc il y a des régulations là-dessus. Ce que l'on ne peut pas interdire, parce que c'est un petit peu difficile, on ne peut pas interdire l'usage du carbone ou de l'eau. Donc on peut commencer à le rationner. Donc là aussi, on peut rationner pour supprimer des usages. Donc par exemple, moins d'eau utilisée pour de l'eau minérale, arroser des golfs ou de l'agriculture industrielle, pour justement avoir une concentration de l'eau sur les biens et services à haute teneur en bien-être. Et pareil, ce que l'on ne peut ni interdire ni rationner, là il y a des outils économiques. Par exemple, certaines municipalités ont une tarification progressive de l'eau de plus en plus. Donc les premiers mètres cubes accès gratuitement parce que c'est le minima social du donut économique. Et après, au bout d'un moment, on passe à un tarif un peu plus élevé et à partir d'un seuil encore plus élevé et encore plus élevé pour avoir une tarification progressive en fonction des usages. Donc là, on voit déjà avec cette double typologie, ça nous donne un petit prisme où on se rend compte qu'il y a beaucoup d'options, de choses que l'on n'a pas encore essayées ou qui ont été essayées. Par exemple, la tarification progressive de l'eau, comme ça par palier, elle est déjà en place dans plusieurs villes en France. On pourrait s'en inspirer pour le faire dans notre ville, mais aussi pour se poser la question, tiens, est-ce qu'on ne peut pas avoir une même logique, je ne sais pas, par exemple, pour l'accès au vol en avion, pour avoir une meilleure répartition, une répartition plus équitable de l'accès à l'avion, qui aujourd'hui est très inégalement réparti. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des schémas comme ça de rationnement convivial de cette ressource? Mais alors oui, alors dans ces cas-là, ça serait plutôt l'État ou l'Europe qui régulerait, mais ça ne serait pas une entreprise du secteur aéronautique qui dirait je ne prends pas plus de passagers cette année et je vais faire décroître mon volume de passagers. Comment est-ce qu'on pourrait conduire une entreprise à se dire ça en dehors de la régulation? Parce que sinon, ça ne va jamais se passer. Derrière régulation aussi, il y a beaucoup de choses. Donc ça peut être, on l'a vu, une régulation, on interdit. Voilà, ou ça peut être une régulation par rationnement. Donc là, pour les vols, très simplement, s'il y a une compagnie aérienne qui dit nous, on aimerait ouvrir un nouveau Paris-Bordeaux, génial, là, peut y avoir une loi en place. D'ailleurs, c'est le cas qui va dire non, vous ne pouvez pas, car il y a une alternative au train, un truc comme ça. Donc là, nous pourrions en France, en utilisant législativement, et ça devrait être l'objectif à très court terme, fermer la quasi-intégralité des lignes nationales aériennes. Donc là, oui, ça serait une régulation. Et en fonction de ces quotas, là, les entreprises aériennes devraient réguler, de dire, OK, comment nous, on fait en sorte de réorienter un petit peu, mais avec un volume réduit d'activité en termes d'aviation. D'accord. OK, merci. Jérémy, donc, de l'intérieur de l'entreprise, comment est-ce qu'on peut faire émerger ce raisonnement? Qu'elle se dit... Moi, je le disais tout à l'heure, je crois d'abord beaucoup à la formation et à la sensibilisation. C'est-à-dire vraiment offrir des vraies formations sur ces sujets-là pour que les gens comprennent ce qui se passe, acceptent de se confronter à la réalité. J'ai beaucoup aimé le propos de Stéphane. Honnêtement, on galère à faire progresser la question de la biodiversité chez nos clients. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Et on dit, mais OK, mais regardons ça ensemble. Enfin, il y a des indicateurs qui existent, il y a des démarches qui existent, on peut partir des 5 pressions sur la biodiversité, on peut arriver à des choses très opérationnelles. Donc la formation, pour que, on arrête ces fameux faux amis. J'ai encore une discussion avec un dirigeant de TI il y a quelques semaines qui nous arrête dans les discussions. Il fait, attendez, nous on est très avancés, tout le COMEX roule en Tesla. OK, vous avez rien compris en fait. Vous voyez, si c'était pas sérieux, on aurait envie d'en rire. Donc la formation 2, c'est l'équipement et l'outillage dans la prise de décision. Quand on commence à travailler autour des limites planétaires et qu'on commence à se dire il y a des risques sur mes approvisionnements, il y a des risques sur ma chaîne de valeur, j'ai aussi des risques sur mes écosystèmes, mais j'ai aussi des opportunités, on commence à décliner des choses intéressantes. Par exemple, on a eu une discussion passionnante dans un appel d'offres avec un de nos clients qui a dit en fait mon vrai sujet, c'est d'équiper mes patrons de collection. Parce qu'aujourd'hui, on était dans le textile, et aujourd'hui je dis à mes directeurs de collection, développez-moi des collections qui diminuent notre empreinte environnementale. Alors je suis d'accord, il faudrait aussi de la décroissance, mais au moins commençons par diminuer. Et en fait, il dit, mes designers, ils ne savent pas quelle matière choisir. Par exemple, est-ce que je vais prendre un coton bio d'Égypte ou est-ce que je vais prendre un coton recyclé de tel endroit? Et donc, moi, je crois beaucoup aussi à cette question de l'équipement et de l'outillage en interne avec des choses simples. On ne s'affranchit pas de la complexité, mais on livre des éléments simples qui permettent de guider et d'orienter les choix. Nous, on travaille beaucoup sur ces modèles de décision, sur les modèles d'aide à la décision.
Et encore une fois, nous, on a aussi un rôle en tant que conseil et auditeur d'avoir un niveau d'exigence élevé avec nos clients. Et justement, de leur interdire de prétexter la baisse de l'empreinte écologique d'un produit ou d'un service si, de l'autre côté, ils augmentent leur production en volume. Déjà, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de greenwashing. C'est tout simple, mais encore une fois, parce qu'on a un manque en termes de formation, ou parfois un peu de mauvaise foi, on a des postures, on a des éléments de communication qui ne sont pas les bons. Mais franchement, donc, c'est encore un manque de formation. C'est pas... Oui, je pense. Oui, bien sûr. Oui, je pense, parce que vous avez, dans des équipes de communication, de marketing, vous avez encore, et j'en vois tous les jours, des gens qui pensent sincèrement qu'ils rendent un service, pas écologique, mais au moins neutre, et qui ne prennent pas conscience en fait, de tous les mécanismes qu'il y a derrière et de ce que veut dire cette notion de la neutralité. Et donc moi, je crois beaucoup à cette émancipation, et derrière nous, à la vigilance qu'on va amener sur les éléments de langage qui sont amenés, sur le greenwashing. Nous, on a monté une équipe dédiée à ça chez nous, en disant on ne peut plus laisser passer ça chez nos clients, et on va remonter le niveau d'exigence chez nos clients sur ces questions-là. Merci. Anne, est-ce que vous voulez, sur les leviers, oui, bien sûr. Nous, on a un peu l'expérience maintenant dans tout le canevas de Bicorp. Et donc, on sait que chez Bicorp, il y a le côté opérationnel, dont on travaille sur les 5 domaines, sur lesquels on peut être, en tant qu'entreprise, comment on peut s'améliorer. Mais le levier le plus important, et ça rentre plus dans le futur de l'entreprise, et ce que tu viens de dire, c'est sur l'impact positif. C'est créer des business models à impact positif. C'est quoi la mission? Et ça, c'est une réelle révolution, je crois. C'est que chaque entreprise doit commencer cette réflexion. Est-ce que, par rapport à mon produit, je crée un impact positif? Ça veut dire quoi, l'impact positif? Dans une approche holistique, c'est-à-dire la biodiversité, l'eau, les matériaux premiers, mais aussi comment on gère tout Justement, donc pour vous, l'impact positif, vous le définissez comment chez Spadel? Ben justement, on travaille avec les parties prenantes là-dessus. Ça fait 10 ans qu'on a mis ce travail en place, où on s'est dit, c'est clair, sur certains éléments, on va créer un impact positif, sur d'autres, on est dans un impact négatif. Donc, la prochaine étape en 2010 que nous, on a fait, on a dit, voilà, sur tout ce qui est l'impact négatif, on doit s'améliorer, réduire, compenser, penser à des nouveaux modèles. Ça, c'est une. Et parce qu'il ne faut pas oublier, il y a, chez certaines entreprises, pas tous, il y a aussi des aspects d'impact positif. Je vais juste donner l'exemple à nouveau, bon, désolé, c'est en Belgique, mais ce qu'on a fait depuis 100 ans avec la protection de nos sources aquifères, on a fait l'étude l'année dernière aussi avec toute une équipe scientifique sur l'aspect biodiversité, parce que c'est 14 000 hectares qui est protégé, où il n'y a pas d'activité industrielle ni activité agricole, où on a un partenariat avec toutes les municipalités autour, et on a fait un programme LIFE européen sur la biodiversité, et on a pu mesurer sur 100 ans que la biodiversité, avec le MSA, le Main Species Abundance par hectare, c'est le calcul, c'est qu'en effet, ce territoire, elle est en meilleur état qu'il y a 100 ans. Donc ce que je veux dire, c'est que sur cet aspect-là, on a dit, oui, on est les gardeurs à ce moment-là de cette zone. Après, c'est nous ou peut-être la municipalité qui s'en occupe. Ça, c'est la question qui s'en occupe. Mais là où on a un impact positif, il faut aussi encourager les entreprises parce qu'on est dans une déprime nationale ou européenne sur toutes ces thématiques-là. Et je pense que, enfin, ce qu'on travaille beaucoup là-dessus avec Bicorp, oui, par rapport à la société dans laquelle on se trouve, par rapport à le changement climatique, par rapport à tous les enjeux qui sont là. Donc, il faut aussi donner des outils et encourager d'avancer sur la thématique. Et oui, je suis d'accord, ça n'avance pas assez vite. Je suis entièrement d'accord par rapport à ça. Mais il faut donner les outils. SBTI a créé SBTI for Nature, Science Based Target for Nature. C'est très intéressant parce que maintenant, on regarde toute la valeur de toute la chaîne d'approvisionnement. On s'est inscrit là-dedans, on commence à réfléchir comment on peut le faire. On est dans la phase pilote par rapport à ça. Donc ça, c'est des outils
que les entreprises peuvent utiliser et doivent avancer là-dedans avec l'appui international. Merci. Stéphane, est-ce que vous voulez réagir à ce que vient de dire Anne? Après, on va passer la parole au public. Je ne sais pas si c'est prévu. Mais bon. Je sais pas. Bon. Oui, la démarche. Bon, l'ambition, on la connaît. Est-ce que je laisse une empreinte positive? Et la démarche, finalement, elle est dans la mesure. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je veux aller? Et comment je mesure mon empreinte sur le climat, sur la biodiversité, sur les sols, sur l'eau, sur les populations. Population étant en interne, en externe, etc. etc. Et effectivement, c'est extrêmement ambitieux, c'est difficile, il y a besoin d'être accompagné. Et nous, chez Reforestation, on n'est pas un cabinet de conseil. On est des doers, des faiseurs. Mais cette vision-là, on aime la partager avec les dirigeants de vos entreprises parce que c'est la seule qui tienne. Et en fait, chez Reforestation, donc schématiquement, on plante des arbres, quoi. On plante des arbres. Le résultat, enfin le point de départ, c'est peut-être ça. Mais finalement, on devient une boîte tech un petit peu parce qu'il y a cet enjeu de la mesure. Et il est impossible de démontrer un impact positif ou négatif si on n'a pas mesuré. Et du coup, cette mesure, elle est compliquée parce qu'elle s'inscrit sur des temps très longs. Un projet de reforestation, par exemple, c'est 30 ans. Et donc, pendant 30 ans, il va falloir mesurer l'impact sur les sols, sur l'eau, etc., etc. Et ça passe par des tas d'outils qui font appel à de la technologie, à des protocoles scientifiques, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est ce vers quoi, je trouve, les entreprises se dirigent un petit peu. Je disais tout à l'heure que j'étais un peu là, mais on voit quand même le changement. On voit quand même des décideurs qui décident d'aller plus loin, de s'engager, de changer d'ambition, parce que finalement, la fin de carrière approchant, quand on se retourne, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Et leurs enfants parfois aussi. Et leurs enfants, voilà, les miens me donnent des coups de pied aux fesses, hein, et j'espère que c'est pareil pour tout le monde. Est-ce qu'on a fait ce qui est juste? Et à partir du moment où on se définit le bon niveau d'ambition et on se donne les bons indicateurs de suivi, le reste, c'est une question de moyens et d'envie. Voilà. Alors, Jérémy voudrait dire un petit mot et après, si vous avez des questions dans la salle, on va vous passer le micro ou alors vous allez parler très fort. Parce qu'il y a quand même un levier qu'on n'a finalement pas abordé dans notre discussion et qui est quand même assez important, qui est le levier du financement et de l'investissement. Et je crois aussi qu'on doit beaucoup travailler sur ces leviers-là. D'abord parce qu'on voit qu'il y a un certain nombre de solutions qui pourraient permettre d'accélérer les choses qui ne sont pas encore à maturité, petit 1. Et puis moi, je crois beaucoup aussi au rôle des investisseurs et des financeurs dans finalement les critères avec lesquels ils vont sélectionner ce qu'ils vont financer, de façon à orienter de façon plus radicale, plus forte, les orientations, les décisions managériales. Et on voit qu'un certain nombre aujourd'hui de financeurs, et d'ailleurs beaucoup d'acteurs commencent à venir nous voir en disant on se dit bien que si on commence pas petit à petit à rentrer dans les critères, demain, ça va devenir de plus en plus cher de se financer. Et donc je crois qu'on doit aussi, on n'en a pas parlé, c'est important, travailler sur ce levier-là, le rendre encore plus exigeant pour qu'il devienne un vrai critère d'allocation du capital. Et de cette façon-là, qu'on réfléchisse différemment sur l'accélération par le financement et l'investissement. Timothée, un mot sur ce levier peut-être? Moi, en tant que macroéconomiste, bien sûr, ça me fait un petit... C'est pas drôle, mais de se dire, imaginez, vous êtes sur un bateau qui coule, il y a un énorme trou dans la coque. Il y a une minorité de personnes qui possèdent un gros bouchon. Et là, on se dit, oui, bon, il va falloir changer les critères pour orienter l'allocation des bouchons sur le bateau, pour que ces personnes changent leur comportement, pour faire en sorte qu'on espère placer le bouchon là où il faudrait être. Non, on prend le bouchon et on le met dans le trou. On s'en fiche que ça soit le bouchon, ça soit quelqu'un qui l'ait eu avant ou quoi. On a besoin d'une mobilisation massive de certaines ressources, donc on a besoin d'une économie planifiée en mode guerre, sauf que ce n'est pas une guerre
c'est justement en mode régénératif d'urgence pour essayer de sauver ce qui peut encore être sauvé et pour justement redresser notre biocapacité. Donc là, aujourd'hui, c'est l'angle mort et le problème, c'est le capitalisme, c'est-à-dire un système où l'allocation du capital, c'est-à-dire des ressources disponibles aujourd'hui pour faire des trucs, dépend, selon la logique du casino, d'une course à la lucrativité. Le régénératif ne sera jamais plus lucratif que le dégénératif. Donc, si l'on attend ce point-là, et on l'attend, certains l'attendent depuis déjà des décennies, on n'y arrivera jamais. Donc je pense, pour le mettre à plat, il faut complètement redesigner le système monétaire, bancaire et financier. Donc là, on ne parle même pas de changer à la marge. Et bien sûr, là, c'est l'angle mort dont on n'a pas discuté, mais vraiment l'un des aspects les plus importants, c'est les inégalités. Aujourd'hui, on ne peut pas justement attendre d'une minorité possédante qu'elle prenne enfin la décision de mettre le bouchon dans le trou avec des régulations à la marge. Il faut se poser la question véritablement de qui possède ce bouchon. Est-ce que ce bouchon n'est-il pas possédé d'une manière ou d'une autre par les générations futures? Est-ce que les populations des pays du Sud qui aujourd'hui subissent de plein fouet les conséquences de notre développement industriel des siècles passés n'est pas aussi, d'une certaine manière, possédant de ce gros bouchon qui pourrait sauver leur capacité à vivre? Donc là, on a une véritable question, je pense, qui va nous amener vers la création d'un système que l'on pourra facilement qualifier de post-capitaliste. Merci. Est-ce que quelqu'un, il nous reste quelques minutes, pas beaucoup, est-ce que quelqu'un veut poser une question dans la salle? Alors, je vois des bras qui se lèvent, alors je ne sais pas s'il y a des micros. Est-ce que vous pouvez parler très fort? Bonjour. Quel type de compétences? Alors, je redis si certaines personnes... Quel type de compétences? Donc, c'est sur la formation. Quel type de compétences, Jérémy, il faudrait mobiliser? Je crois que moi, quand on me demande de venir expliquer ces choses-là, moi, je démarre toujours par le donut économique. Enfin, par un, ce qu'on observe, c'est-à-dire voilà les limites qu'on est en train d'observer, et deux, le modèle des donuts économiques avec les limites planétaires, les seuils sociaux, et cette question de la juste répartition des richesses. Et donc, à partir de là, pourquoi est-ce qu'on lit ensemble les sujets environnementaux et les sujets sociaux? Parce que c'est pas évident pour tout le monde quand on discute avec certains de nos clients. Et ensuite, à partir de là, véritablement, expliquer quels sont les phénomènes, d'abord, expliquer que c'est la science derrière, et ensuite donner les clés pour comprendre la façon dont on mesure, pour comprendre ce qui est et ce qui n'est pas, et comprendre le sens des mots. Moi, je pense que c'est la priorité, c'est une priorité, une priorité élevée. Et on forme encore, vous voyez, sur non, ça on peut pas dire, c'est du greenwashing. Pardon, vous pouvez pas dire que ça, c'est pas possible. Merci. Une autre question? À la conférence précédente, Fabrice Bonifay disait on balaie un escalier par le haut. Ce que j'ai compris, c'est qu'il faut réussir à convaincre, à former nos dirigeants qu'on doit changer. Ce que je comprends, et j'espère avoir compris de Timothée, c'est qu'il faut renverser la table. Parce que le système actuel, il ne suffit pas de convaincre ceux qui font fonctionner le système actuel, il faut changer le système. Ma question, ce serait, c'est quoi le plus efficace? On n'a plus beaucoup de temps, je pense qu'on est tous convaincus. Refaire un autre système, c'est peut-être long aussi. Changer le système existant, ça n'a peut-être pas marché. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai essayé de me débarrasser de la question, ça n'a pas marché. Bon, merci tout le monde. Alors déjà, concept croissance non économique, anti-économique, donc cette idée qu'aujourd'hui, c'est pas le système qu'on a, il marche quand même un peu. Non, justement, si nous n'arrivons pas à baisser l'empreinte écologique, ou si justement l'empreinte matérielle, l'empreinte matière de l'Union européenne augmente toujours. Donc on a ici un phénomène de recouplage. Donc là, tout frein d'urgence, donc mettre le système en pause, façon pandémie, ça ne veut pas dire que c'est la pandémie, ça ne veut pas dire que c'est un confinement, mais façon pandémie, de ralentir l'économie un petit peu, juste pour prendre le temps de réfléchir et planifier. Ça, c'est réversible. Tout ce qu'on arrête maintenant, on peut recommencer. On sait comment faire voler un avion.
On sait comment manger une vache, il n'y a pas de souci. Si vraiment, vraiment, ça nous fait descendre très très bas dans le donut, on peut recommencer à manger les vaches. Pas de souci. Mais en attendant, on peut se donner une marge de manœuvre tout en faisant ralentir le système tel qu'il fonctionne. Et ça ne veut pas dire renverser la table, du genre, bon bah voilà, sécurité sociale, on annule, on commence à zéro. On invente, on réinvente le concept de l'impôt, du droit environnemental. Non, justement, on peut s'appuyer sur ces choses-là pour faire levier et pour se créer cette marge de manœuvre où on va venir supprimer certaines régulations qui existent, certains cadres, que ce soit des cadres formels ou informels, on va venir en rajouter. Ce qui est important, je pense, c'est d'admettre que la solution parfaite n'existe pas. Nous avons un système à inventer, nous ne savons pas exactement à quoi ressemblera ce système, et c'est une bonne chose, parce que dans une économie agile, résiliente, démocratique, nous avons besoin de cette marge de manœuvre, et nous ne savons pas exactement la meilleure façon de faire transition. Ce sont des façons différentes en France, en Belgique, aux États-Unis, à l'échelle d'une ville, d'une entreprise et d'une autre. Moi, ce qui m'importe, quand on fait ralentir l'économie, on préserve des ressources et on se garde une marge de manœuvre. Une marge de manœuvre pour apprendre de nos erreurs, pour faire en sorte de faire ce qu'une économie devrait faire. Et là, on revient au donut, de ne jamais mettre en péril notre capacité à satisfaire des besoins et ne jamais, justement, faire surchauffer l'économie au point de dégrader les écosystèmes. Merci. Est-ce qu'on a le temps de prendre une dernière question? Je crois que c'est la dernière conférence. Donc, alors, prenez la parole. Levez-vous. Bonjour. Moi, j'avais une question, à savoir si je vous proposais de travailler avec sens ou notre logique, en fait. Aujourd'hui, on sait tous pourquoi est-ce qu'on est là. Et finalement, en tant qu'entreprise, pourquoi pas se poser la question, quel est notre but aujourd'hui et demain, qu'est-ce que je vais laisser? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah, qu'est-ce qui veut répondre à la question, c'est se demander quel est le sens de notre raison d'être en tant qu'entreprise. Très bien, voilà. Voilà. Ben, je pense que tout le monde... ça dépend de la raison d'être de l'entreprise. Chez Reforestation, on s'est posé la question, c'est quoi notre raison d'être? C'est de contribuer à une économie régénératrice. On a envie d'accompagner les entreprises vers la régénération des écosystèmes et ne pas attendre des entreprises qu'elles soient déjà au bout du chemin pour les accompagner, mais bien de faire partie de cette trajectoire. C'est une réponse, la nôtre. Jérémy, merci. Votre question, elle est intéressante parce qu'on est de plus en plus sollicité sur la question de la raison d'être. Et en fait, le vrai sujet, c'est pas de poser la question, mais c'est d'y répondre avec exigence et de ne pas tomber dans... on voit encore trop, je dirais, une approche un peu sympathique de la raison d'être, qui est de se dire, on veut contribuer à faire évoluer les choses. Ok, super. Mais donc, c'est une vraie bonne question. La question qui est juste derrière, c'est a-t-on suffisamment de personnes qui ont envie que la raison d'être soit exigeante, ambitieuse, et du coup pose les fondements pour qu'on aille changer la façon de concevoir la prise de décision, l'investissement et le pilotage courant des activités. Merci. Bon, moi, je continue. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question? Alors, devant, madame. Ah, la galanterie, du coup. Merci beaucoup. C'était une question adressée en particulier à Timothée Paric sur la question de la décroissance. Je pense que j'ai assisté à la table ronde précédente qui parlait de la régulation. Et du coup, la question que je me posais, c'est un peu... à quelle échelle commencer potentiellement à réguler et à limiter les usages? Est-ce que l'objectif, c'est de commencer à un niveau national ou alors est-ce qu'il faut attendre une coopération internationale, ce qui est assez peu probable d'arriver finalement? Et voilà, à quelle échelle commencer? Et est-ce qu'il faut juste accepter que, oui, certains secteurs industriels vont être un peu défavorisés par rapport à d'autres pays? Si, par exemple, on commence à réguler l'aviation en France, Air France va être un peu désavantagée par rapport à d'autres entreprises internationales. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut accepter politiquement? Ou alors, est-ce qu'il y a d'autres échelles auxquelles c'est possible de réguler? C'est cette question. Merci. Alors moi, j'aime bien imaginer un double mouvement. En ce qui concerne les limites planétaires, et surtout pour des choses comme, par exemple, l'empreinte carbone, ça doit être régulé à l'échelle nationale, et ensuite on fait descendre en budget disponible à l'échelle de chaque région, de chaque commune, peut-être même de chaque habitant de chaque commune. Là, on a les budgets. Le cap, donc, on le met à l'échelle nationale. Ensuite, l'allocation de ce budget carbone, il peut se faire à
plein des niveaux. Ça peut être décentralisé, bien sûr, ça doit être décentralisé pour que ça puisse être au plus à même de satisfaire des besoins. Et c'est là où on a l'autre processus qui est inversé. La définition des bien-être ne peut pas se faire en top-down. Donc les budgets écologiques, c'est du top-down, sauf pour certains qui sont très locaux. Hein, l'eau en fait partie, même si en France, on a une planification de l'eau qui est top-down. Et ben, les besoins, eux, par contre, c'est du bottom-up. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a besoin d'une démocratie beaucoup plus participative, une démocratie économique, avec, par exemple, au sein de chaque comité d'entreprise, des représentatifs, des usagers. Et là, on revient à la raison d'être. Moi, je veux une méthodologie vraiment pointilleuse qui vienne définir la raison d'être. C'est quels sont les besoins insatisfaits que mon entreprise va venir satisfaire. Les besoins de qui, où, quand est-ce qu'ils vont être satisfaits et quand est-ce qu'on va atteindre le seuil où l'on peut admettre que la satisfaction est totale et que donc cette entreprise peut se stationnariser ou même commencer à décroître. Et une fois qu'on a fait ça, ça s'entrecroise. Alors bien sûr, la question du est-ce que ça monte à l'échelle internationale? Oui, pour le carbone et la stabilité climatique. On peut le faire à l'échelle nationale, c'est très bien, mais si tout le carbone que l'on sauvegarde en France va être utilisé quelque part d'autre, c'est un problème. On a les infrastructures qu'on a à l'échelle internationale avec les COP pour essayer de se faire, ça va à la vitesse où ça va. Et là, moi, ce n'est pas du tout mon expertise. J'espère qu'il y en a certains d'entre vous qui ont plein d'idées pour améliorer ce processus, mais ce n'est pas du tout une raison de ne pas commencer à agir à l'échelle nationale. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, j'aimerais voir des pays, justement, qui vont beaucoup plus vite que la musique internationale, qui essayent des choses dans encore cette optique d'agilité, de se dire, ah bah tiens, nous, on a réussi à limiter ça 3 fois plus vite. Peut-être que ça a construit un désavantage compétitif, mais à la fin, il faut remettre aussi, réencastrer le financier et l'économique dans le biophysique. Là, on arrive, par exemple, à régénérer les sols et les forêts françaises. Et oui, peut-être qu'on s'est créé un petit désavantage comparatif. Au final, sur le très long terme, je pense qu'on sera gagnant. Parce qu'une économie sans écosystème, elle finit toujours par s'effondrer. Donc on peut tricher dans un pays comme la France en utilisant un petit peu les écosystèmes des autres. Ça, c'est la tactique classique des pays à haut revenu. Mais ça aussi, ça ne va pas marcher longtemps. Merci. Allez, une autre question? J'espère que vous pouvez... Très vite, parce que je suis pressé par le temps, visiblement. Juste du coup, en miroir, le top 1 de ce qu'il faudrait mettre en place, faire pour réussir la décroissance dans le monde. Okay. Est-ce qu'on fait une banque mondiale du climat? Qu'est-ce qu'on fait? Ok, ça sera notre dernière question. Et donc, chacun de vous va répondre. Une phrase. Qui commence? Bon, vu l'urgence pas de la fin de cette conférence, mais oui. de notre modèle économique et de la situation dans laquelle on se trouve, pour moi, ça passe par la réglementation, la régulation, par plus de lois, de contraintes et d'interdictions. Aujourd'hui, on est dans un système volontaire. Souhaite-t-on agir? A-t-on la liberté? On a la liberté de ne pas agir. Ça ne va pas du tout assez vite. Donc pour moi, ça passe par plus de lois. Alors je ne sais pas à quelle échelle. Effectivement, on est dans un contexte international, mais en tout cas, la réglementation, la régulation, oui. Merci. Oui, merci pour Stéphane. moi, ce sera vraiment que chaque entreprise se pose la question sur la mission, mais quel est mon modèle de business et quel impact elle a et quel problème elle résout, éventuellement sociétal. Donc, je reviens à nouveau à mes business impact model, faire cette question et la faire d'une manière transparente, pas toute seule, avec les parties prenantes et tous les stakeholders autour de eux. Ça, ce sera déjà un très grand exercice à faire. Merci beaucoup, Anne. Timothée? La suppression du modèle de l'entreprise à but lucratif. Ici, maintenant, partout. Moi, je crois qu'on doit écouter et faire confiance aux scientifiques. Et à partir de là, tester. Plusieurs d'entre vous ont dit il faut essayer, il faut se lancer. Et finalement, on ne se lance pas assez. Donc, écoutons les scientifiques, faisons leur confiance. On teste, on essaye, on avance. Parce que ce n'est pas en attendant la solution miracle qu'on va y arriver. Eh bien, sur ces mots, merci beaucoup à tous les 4 et merci d'être restés quelques minutes de plus. Au revoir.